Batata, maman, bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir une fois de plus chez vous, en ce samedi 17 décembre. RDC Horizon 2023, nous sommes là pour décrypter l'actualité congolaise et voir les perspectives jusqu'aux élections qui nous attendent au mois de décembre de l'année prochaine. Vous connaissez le panel que nous avons à votre service. À ma gauche, M. Baudouin Amba Wechi de congoindépendant.com. Bonjour M. Amba. Patrick Yogo, bonjour. À ma droite, nous avons le pasteur Bobo Koyamba de MPB TV. Pasteur Bobo, bonjour. Bonjour Patrick Yogo. Et enfin, non pas des moindres, M. Cornelis Nlandou des ACP et surtout de Onesha Africa, le magazine Africa. Bonjour M. Nlandou. Bonjour Yogo. De l'ACP, des ACP. Non, de l'ACP, l'agence congolaise de presse. C'est les ACP, c'est Afrique, Caraïbes et Pacifique. Nous remercions évidemment l'équipe technique qui ne ménage pas ses efforts pour que nous puissions vous servir. Alors, cette semaine, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont succédés. Notre sommaire, en quelques mots, nous allons parler de la candidature de M. Moïse Katumbi, d'Ensemble pour la République. Il y a eu le sommet US-Africa, nous allons en parler également. La situation sécuritaire en RDC, ça c'est un élément qu'on ne peut pas contourner. Et enfin, nous parlerons aussi du discours du chef de l'État, le discours sur l'état de la nation qui a été prononcé devant le Congrès réuni au Palais de la Nation. Mais avant toute chose, comme nous avons maintenant coutume de le faire, nous allons prendre quelques points d'actualité qui ont frappé nos experts ici sur le plateau. Alors je commencerai par M. Baudouin Amba à ma gauche. M. Amba, qu'est-ce qui vous a frappé ces derniers temps dans la presse nationale et internationale? Bon, en fait, c'est un sujet sur une controverse à propos de l'émission Bosso dans la politique. Israël Moutombo, le directeur de ce média, avait reçu M. Bourron-Pella. Et Bourron-Pella, c'est le frère d'une dame que les médias ont propulsé lors d'un incident à Kinshasa. Tout le monde a su que c'était une amie que Félix a eue à l'époque où on parle de Félix, évidemment, nous parlons du président de la République, Félix Tshisekedi. Alors, Félix, j'allais dire Félix, Israël qui commence par le présenter le beau-frère du président de la République, du chef de l'État. Et Bourron-Pella, j'ai dit non, moi je ne suis pas le beau-frère. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est au niveau de la déontologie. Vous voyez, le journalisme, contrairement à ce que les gens croient, c'est le seul métier qui n'exige pas de diplôme. Pour être ingénieur, il faut avoir un diplôme d'ingénieur. Pour être avocat, juriste, il faut avoir un diplôme de licencié en droit. D'accord. On peut continuer, mais le journalisme, n'importe qui peut devenir journaliste à quelques conditions. Tout de même. 1. Savoir parler ou écrire. 2. Avoir une culture générale en matière de sciences politiques, économie, histoire, droit constitutionnel et enfin connaître la déontologie. Or, que dit la déontologie? Un des articles de la déontologie interdit aux journalistes de s'ingérer dans la vie privée. Donc vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un sur sa vie privée et Israël Moutombo a commis là une faute déontologique. Voilà. Vous trouvez qu'il a attaqué l'artiste? Non, le fait de le présenter comme le beau-frère du chef de l'État, alors que le chef de l'État est marié, on connaît son épouse.
Tout à fait. Mais vous présentez quelqu'un que vous recevez comme beau-frère. Ben, ça veut dire quoi? Vous cherchez une polémique inutile sur la vie privée. Donc, et l'invité a réagi tout de suite. Il a réagi poliment mais véhément pour dire non, je suis peut-être l'oncle de ses enfants, mais je ne suis pas son beau-frère. Mais c'est la maladie de tous les journalistes congolais. Tous sans exception? Attaquer la vie privée des gens. C'est la maladie de journalistes. Beaucoup. Oui. Pas tous. Merci pour ce point d'actualité. Pasteur Bobo, est-ce que vous avez un élément d'actualité qui a retenu votre attention ces derniers jours? Il y a un point qui a retenu mon attention, c'était, on dit, la sortie médiatique du docteur Mukwege. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Il répond à l'appel de ceux qui l'appellent à poser sa candidature à l'élection présidentielle 2023. Des groupes, des professeurs, beaucoup de groupes lui font pression. Aujourd'hui, il est presque la seule personne, le seul candidat, où il n'est pas candidat, la seule personne où il y a beaucoup de groupes qui le poussent à poser sa candidature. Il répond, il dit, vous d'abord organisez-vous. Si vous vous organisez, je pourrais reconsidérer mon appel. Donc c'est à vous de vous réorganiser et moi je pourrais reconsidérer mon appel. Là j'ai aimé, parce que les gens aiment pousser les autres. Pour Mukwege, il n'y a pas un homme, un homme confidentiel. Confidentiel, un Rambo. Il dit donc, vous aussi, c'est votre pays, si vous êtes déterminé, même la tricherie là, ça ne passerait pas. Si vous êtes déterminé, ces jours-là, s'il y a, on dit, dynamique, le peuple peut prendre son pouvoir. Mais demander à Mukwege de poser, il dit non, d'abord pour vous. Donc c'est vraiment une qualité que vous avez soulignée. J'ai beaucoup apprécié. Il n'est pas possible, on le pousse. Non, vous le poussez, mais vous d'abord. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Monsieur Landou, avez-vous un élément qui a retenu particulièrement votre attention? Oui, finalement, j'ai un élément qui a retenu mon attention. Mais avant de parler de cet élément-là, je voudrais un peu compléter Bodoamba qui parlait de l'émission d'Israël Mutombo. Bonsoir la politique. Bonsoir la politique. Ce que je voulais relever quand même, c'est que moi, personnellement, j'ai beaucoup admiré Bourron Pela, qui était reçu par Israël Mutombo. Il a été très digne dans ses réponses du début à la fin. Et Bourron Pela, je vous dis que je connais ce garçon-là, il ne me connaît pas. Moi, je l'ai vu naître, hein. Il était tout petit, je l'ai tenu entre mes mains, parce que son père a été mon collègue des études, hein, Jean-Robert Yokampela, qui est un ami. Bon, c'est depuis longtemps qu'on ne se voit plus, depuis qu'ils ont quitté Anvers. Mais ce que j'ai admiré, c'est le travail que le papa a fait sur ses enfants. C'est des enfants bien éduqués, bien élevés, et ça transparaît dans les réponses de Bourron Pela à cette émission-là. C'était juste quelque chose que je voulais relever. Alors, ce qui a attiré mon attention dans l'actualité, c'est, vous l'avez sûrement suivi, ce sont les bus Academia. Je crois une cinquantaine ou une centaine de bus Academia que le gouvernement a acheté pour les étudiants. Academia, c'est une nouvelle société d'ailleurs qui vient d'être créée, hein, avec un DG et consort. Alors, à part le bus Academia, il y a aussi... les bus Academia, eux, sont arrivés par le port de Lobito. Et il devait passer par Loufou et ainsi de suite. Ça, c'est un. Des deux, il y a les engins, tracteurs, les gros véhicules, les gros ouvrages pour les travaux des 145 territoires. Mais moi, je me pose la question. Déjà avec les bus et tous ces engins lourds qui vont arriver, alors que nos routes ne sont pas adaptées, c'est ce qui m'a quand même interpellé, parce que je crois qu'on devrait plutôt commencer par les routes et amener les bus. On a vu un peu
comment les incidents qu'il y a eu dans le Kasaï avec les bus qui sont arrivés là-bas, des bus, même pas neufs, mais qui devaient traverser dans la boue, ainsi de suite. C'est quoi qu'on met quand même la charrue avant les bœufs? Ça, c'est un élément pertinent. Effectivement, je crois que dans l'ordre des choses, il faut suivre l'ordre des choses. Je crois. Il ne sert à rien d'avoir de gros véhicules, de chantier, etc. et pourtant ne pas pouvoir permettre leur circulation au niveau des voiries. Oui, je vous en prie, Pasteur Bobo. D'abord, par rapport à Boron-Pela, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, il m'a impressionné. Et Israël Mutombo, c'était, je ne sais pas quelle sanction on peut lui donner, mais c'était catastrophique. Heureusement, beaucoup de gens en ont parlé, même les journalistes. Il y a un point qui m'a aussi intéressé, c'est la mort du Tchalamouane. Machalaki, Claude Machalaki, le mari de la défense, recevait des gens. Il y a une image qui fait buzz, qui fait polémique. On voit Olive Lémy, la femme de Kabila, venir embrasser Claude Machala. Claude Machala. Ils ont eu une accolade. Bon, accolade serrée. Donc ça fait polémique à un niveau impossible. Bon, on ne sait pas que, du point de vue protocole, est-ce que Olive Lembe a été coachée? Elle est quand même l'ex-première dame. Est-ce qu'elle peut venir faire accolade à un homme comme ça? Bon, ça n'est pas une reine non plus qu'on ne peut pas toucher. Et puis il faut voir l'intimité qu'ils ont, donc peut-être qu'ils se connaissent suffisamment. La femme d'un ministre, donc, en tout cas, ça pose problème. Ça fait le buzz, quand même. Ça fait le buzz. Dans tous les cas, nous transmettons évidemment nos condoléances à la famille de la défense pour... entre parenthèses, en ce qui concerne Israël Mutombo, il y a l'Union de journalistes congolais, je ne sais pas, UNPC, qui s'est saisie de l'affaire. Hein. Je crois qu'ils sont en train d'étudier le problème, s'il faut lui retirer la carte, s'il faut le suspendre, quelque chose de pareil. La décision est prise, je suis candidat. Je suis candidat parce que j'ai une vision, j'ai un programme. Vous savez, j'ai décidé de quitter, donc j'ai dit au revoir à l'Union sacrée, mais je dois aussi consulter et le membre de mon parti le lundi au congrès à Lubumbashi. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter, et c'est ça la démocratie. Ceux qui partent vont laisser la place aux autres, mais nous allons continuer. Très bien. Ainsi, M. Katoumi vient rejoindre M. Fayoulou, M. Matata Pogno, Franck Diombo et Jean-Claude Baïndé. Et le président sortant lui-même, qui sont tous des candidats annoncés. Alors, je vais prendre vos avis sur d'abord cette annonce et ce que cela vous inspire. Monsieur Lamba, à vous... Comme on s'est dit tantôt, moi je voudrais surtout parler de la théorie en matière de communication politique. Parlons donc de ça. Oui, selon des experts en communication, il y a 4 facteurs qui font gagner une élection, surtout présidentielle. Premier facteur, le candidat lui-même, c'est-à-dire un homme capable d'élaborer un projet, de l'expliquer, bref, de le vendre. D'accord. Donc il faut que ça soit un tribun. Ça c'est déjà le premier élément. Deuxième élément, c'est l'argent. Parce que contrairement à ce qu'on croit, sans argent, c'est difficile de se lancer dans la politique. Mais l'argent seul ne suffit pas. D'accord. Et le troisième facteur, c'est l'humeur du moment. Parce que en ce moment où nous parlons, la population congolaise a des humeurs. Par exemple, ils ne voudraient pas voir Pasteur Bobo comme candidat pour telle raison, ou ils voudraient voir Patrick Yogo, ils voudraient que les priorités soient plutôt côté infrastructure, ou
l'eau, l'électricité, etc. L'humeur du moment, c'est un élément fondamental aussi. Et on ne peut le savoir qu'en étant en contact avec cette population. D'accord. Et ce n'est qu'à partir de ça, comme je vous disais tantôt, nos hommes politiques ont tendance à confondre stratégie et tactique. La stratégie, justement, consiste à aller écouter cette population, connaître ses desiderata, ses aspirations. Une fois que vous avez eu ça, maintenant vous rentrez dans la tactique, faire un discours qui tient compte de ces éléments-là. Parce qu'on fait un discours pour être reçu. Mais quand vous venez raconter aux gens des histoires qui ne les concernent pas, ils ne vous écoutent pas. Vous venez de déployer, de décliner la théorie. Et si on devait l'appliquer à M. Katumbi et à cette annonce? Mais il y a un dernier élément. Le quatrième. C'est un parti politique. Enfin, une organisation politique, une machine partisane, comme on dit. Parce que c'est pas facile imprimer des affiches, coller par-ci, etc., etc. Oui, j'écoute votre question, Patrick. Voilà, la théorie est faite. Les 4 facteurs déterminants pour gagner ou être favori dans des élections. Maintenant, si nous devions l'appliquer à M. Moïse Katumbi, que diriez-vous? Je ne sais pas si je ne veux pas sortir de notre neutralité. Appliquer les théories aux faits. En fait, Katumbi a une faiblesse. Lui-même, le candidat. Je le trouve d'abord trop sûr de lui. Ça, c'est un manque d'humilité. Ce n'est pas un tribun. En tout cas, en français, ou dans la langue la plus véhiculaire, le lingala, il parle bien sur lui devant un public du Katanga, en tout cas, devant un public swahilophone. Il fait des dégâts, mais lui-même en tant que candidat, je crois qu'il sera, j'espère, qu'il sera bien coaché, ce qu'on appelle le press trading, pour lui apprendre à s'exprimer. En tout cas, sa première faiblesse, c'est lui-même. Je dirais qu'il doit vraiment faire un travail sur lui-même. C'est ça le premier handicap qu'il a. J'espère qu'il va prendre votre avis en considération. Oui, j'espère qu'il est en train de nous suivre. Pasteur Bobo, juste pour aller dans le sens contraire des aiguilles du monde, avez-vous un avis particulier par rapport à cette annonce de... Moi, ce Katumbi a évolué aussi, il a évolué par rapport à la communication. Sur France 24 TV5, on a vu un Katumbi vraiment évolué par rapport à avant. On était avec lui, nous a invités en Suisse, on était là-bas, on l'a écouté, on a fait des interviews en groupe avec Bodiamba et d'autres amis avec lui. On l'a écouté, mais quand j'ai vu Katumbi dernièrement, j'ai vu qu'il a évolué. Quel point vous pouvez ressortir un ou deux éléments où vous avez senti de la progression? Il a maîtrisé il était au plateau, il a maîtrisé son sujet, il a fait passer son message. Auparavant, le message était flou. Auparavant, je n'étais pas d'accord à 100% avec Bodiamba, c'était très compliqué pour lui. Maintenant, je vois qu'il fait beaucoup d'efforts et il pourra, il pourra aller un peu plus loin. Mais par rapport à la sortie médiatique des Katumbi, c'était prévisible. On le savait. Mais la question, même lui-même, le président Félix, il est très proche de Moïse Katumbi, il connaît Moïse Katumbi très bien. Ils le sont toujours aussi proches? Il était proche, jusqu'à hier, il connaît très bien les ambitions de Katumbi, c'était pas caché, bien que, comme dit, c'était pas caché. La question qu'on pourra se poser, c'est le momentum. Pourquoi maintenant? Pourquoi Katumbi annonce maintenant? Au mois de décembre, les prochaines élections sont au mois de décembre de l'année prochaine. Est-ce que ça pourrait être une explication? Ça peut être une explication. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est sous pression par rapport au procès, on lui complique à Lubumbashi? Est-ce que le régime Tshisekedi l'acule? On lui dérange un peu. C'est pourquoi il a
ça, on ne sait pas, mais l'élection présidentielle 2023, ça sera chaud. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de candidats. Il y aura beaucoup de candidats, mais moi je vois 4 candidats qui vont sortir de l'eau. Du lot. Qui sont-ils les favoris selon vous? Ça, selon moi, parce que moi je vois, si 2018, c'était Tshisekedi, Fayulu et Shadari, 2023, ça sera Fayulu, Tshisekedi, Katumbi et probablement Mukwege, si Mukwege posait sa candidature. Donc, moi je vois les 4 là, les 4 qui vont sortir du lot et les combats. Le combat, ça sera très chaud. On dit combat de titans. Est-ce que Tshisekedi est gagnant, comme on a posé la question à Katumbi? Parce que pour le président sortant a toujours des avantages. Est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas. Chadar, ce n'était pas le cas. C'était pas le président sortant. C'était le candidat préféré des votes en fait du président sortant. Donc, 2023, le jeu est là, ça sera très chaud. Donc, Katumbi s'élance, c'est aussi une très bonne chose. On va voir la suite. On verra, puisque de toute façon, il y a les cas d'éligibilité ou d'inéligibilité. Les candidatures n'ont pas encore été officiellement déposées, donc on verra si tout le monde sera retenu comme candidat. Dans 9 mois. Donc, alors, nous allons voir ce qui seront frappés. Monsieur Amba, vous aviez un petit élément à compléter. Pasteur Bobo, il a fait allusion aux attaques contre M. Katumbi. Et effectivement, il y a un juge, Laurent Batoubenga Igunga, président du tribunal de commerce à Lubumbashi. Il dit qu'il a reçu des pressions de la part de Peter Kazadi, l'avocat, et député bruxellois, quinois. Il est de l'UDPS, comme on le sait. Oui. Selon ce magistrat, qui a écrit au chef de l'État, il dit, écoutez, Donc il a écrit directement au magistrat suprême, mais non pas... Pas à sa hiérarchie. D'accord. Donc on sent déjà une petite manipulation politique, mais c'est trop tôt pour le dire, mais c'est quand même un scandale que je dirais des militants politiques fassent pression à un juge pour lui dire prenez la décision dans tel sens ou tel autre. C'est dans l'affaire Moïse Katumbi contre un certain Beveragui. C'est au sujet d'une société minière. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, le juge Batoubenga en question a écrit au chef de l'État le 10 décembre, avec cachet de la présidence. Et le 10 décembre, c'est le jour où Félix Tshisekedi faisait le discours sur l'état de l'Union et il dénonçait les interférences sur la justice. Très étonnant. Donc, la coïncidence est assez bizarre. Et moi, j'ai fait un papier pour dire que cette affaire du juge Batoubenga rappelle le cas de la juge Chantal Ramazani Ouazou. Oui, nous nous souvenons de ce cas. C'était avec Joseph Kabila. En 2015. Cette dame était présidente du tribunal de paix de Kamalondo, Lubumbashi Kamalondo. Elle jugeait encore une affaire, un conflit immobilier entre Moïse Katumbi et le fameux Stoupis. Et le patron de l'ANR de l'époque, Kalev Moutonde, est descendu à Lubumbashi avec un jugement pré-rédigé pour demander à la dame Ramazani de signer. Et là, elle a signé. Là, nous sommes encore sous le président Joseph Kabila. Et la dame a fait une lettre à Alexis Tambouamba, alors ministre de la Justice, pour dire on m'a estorqué ma signature. Mais Tambouamba n'avait jamais réagi. Donc voilà un peu, ça fait un désordre. Tout à fait. Monsieur Nan, nous n'avons pas encore entendu sur cette candidature annoncée de M. Moïse Katumbi aux élections présidentielles de 2023. Oui, merci beaucoup Patrick Yogo. Ben, je crois que tout a été dit, mais moi sur la candidature de Moïse Katumbi, je n'ai pas voulu réagir comme tel parce que je me dis que Moïse Katumbi est un candidat comme tous les autres. Et puis, ce que moi je reproche à la communication de Moïse Katumbi, c'est d'avoir annoncé sa candidature à cette période. J'aurais préféré personnellement qu'il réagisse. Dans sa tête, il sait qu'il est candidat
président de la République, mais qu'il réagisse dans sa communication autour des événements nationaux de l'heure. Il y a eu beaucoup d'événements en RDC, je crois que nous allons en parler. Mais n'est-ce pas ce qu'il a fait sur le plateau de France 24 en répondant aux questions des journalistes? Oui, d'accord, mais c'est... Puisque son annonce est arrivée à la fin de ces échanges. Exact, mais cette communication-là est centrée sur ça. C'est ce qu'on a retenu sur l'annonce de sa candidature. Moi, je crois qu'il a eu tout le temps de faire des communications antérieures. Et après avoir communiqué, peut-être aujourd'hui ou demain, annoncer sa candidature. Mais qu'il le fasse aujourd'hui, ça fait quand même un peu de désordre. Parce que le pays connaît quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas se mettre à ajouter d'autres éléments d'information. Personnellement, je n'ai pas voulu commenter sa candidature. Je me dis, nous aurons sûrement le temps d'en parler quand nous aurons un peu le panel des candidats, ainsi de suite. Merci, M. Lan. Pasteur Bobo, un dernier mot sur ce point, et nous allons passer au point suivant. Je ne comprends pas pourquoi qu'on ne laisserait plus que tout nous puisse annoncer maintenant, parce que c'est dans l'heure, non. C'est le moment. Il faut commencer à s'annoncer. On a vu Moko qui a essayé d'en parler aussi, donc c'est le moment. Oui, mais je peux répondre. Non. C'est les deux moments, c'est décembre, janvier. Au mois de septembre, exact. Dans 10 mois, ils vont aller déposer leur candidature. Si vous ne vous prononcez pas aujourd'hui, vous allez le faire quand? Il y a aussi le divorce avec Tshisekedi. On n'en parle pas, il y a un divorce clair maintenant avec Katoudi. Divorce entre les personnes ou entre les partis? Puisque bon, il a dit qu'il était dans l'union sacrée, les gouvernements sont toujours en train de fonctionner. Voyons voir. Monsieur Lan, vous pouvez répondre à, je voulais dire que, à ce commentaire? Oui, je suis d'accord avec Pasteur Bobo. C'est le moment de déclarer sa candidature. Parce qu'il y a, c'est dans 10 mois, c'est ça, non? Quand vous dites, Pasteur Bobo, que c'est le moment, c'est-à-dire demain, c'est le moment. Après demain, c'est le moment parce qu'il y a 10 mois. Vous voyez? Mais maintenant, au moment où il déclare sa candidature, je crois que ça vient empiéter sur certains dossiers dont nous allons parler. On va en répondre. On va voir. Peut-être qu'il faudra prendre contact avec le service de communication d'Ensemble pour la République pour qu'ils nous disent quels sont les éléments qui ont fait qu'ils aient décidé d'annoncer ça maintenant. Monsieur Lango pourrait paraphraser au Romidé. Voilà, effectivement. Ça sera un marathon de toutes les façons. Bien, nous allons passer au point suivant. Comme chacun le sait, les États-Unis, on va plutôt commencer par les inondations. J'étais sur le sommet US-Africa, mais commençons d'abord par les inondations. Comme vous le savez, il y a eu ces pluies torrentielles sur la ville de Kinshasa. D'aucuns diraient même une pluie diluvienne. C'est la saison des pluies, certes, mais voilà que la route nationale a été fendue en deux. Des glissements de terrain, des maisons qui se sont affaissées, et évidemment nous déplorons des centaines de morts et de personnes sans abri. Plus de 141 personnes sont à déplorer. Le président de la République démocratique du Congo, le gouvernement, ont laissé entendre que cela a été dû au dérèglement climatique, etc. Est-ce un dérèglement climatique ou plutôt un dérèglement urbanistique? Je le pose comme ça, à vous de me dire ce que vous en pensez. Monsieur Lan, nous n'avons pas beaucoup entendu aujourd'hui, alors je commence par vous. Oui, mais vous avez totalement raison. Mais écoutez, off the record, nous en avions déjà parlé sur les inondations. Alors, partageons avec notre public, oui, nos téléspectateurs. En fait, moi j'étais quand même assez frappé par le fait que mon confrère Amba puisse suggérer que le titre de ce ça c'était entre nous, les gens ne savent pas ce qui s'est passé, mais allons-y. C'est vrai, mais j'étais frappé quand Amba a insisté sur le dérèglement climatique. Moi je crois
qu'il y a eu des inondations, évidemment très regrettables à Kinshasa. Oui, oui, oui. Inondations, il y a eu des décès, 141 personnes. Des règlements climatiques, oui. Même le président de la République à Washington parle de dérèglement climatique. Évidemment, il est politicien, c'est normal, devant ses pairs, et il a bien raison, parce qu'il il a aussi souligné le fait que les pays africains qui ne sont pas auteurs de la pollution attendent des dividendes pour compenser... on ne va pas rentrer parce qu'on va développer ça beaucoup plus en détail dans quelques minutes. Oui, il parle de règlements climatiques. Je crois que politiquement parlant, oui. Et nous sommes sur le terrain à Kinshasa. Est-ce que c'est des effets du dérèglement climatique? Je crois que oui, mais pas seulement. Parce que si vous voyez le nombre de morts, j'ai la répartition ici. Si vous voyez le nombre de morts, il y a Ngaliema, ça c'est le premier des comptes. Ngaliema, 58 morts, Mongafula, 27 morts, et toutes les autres communes. Donc en fait nous sommes en train de rentrer. Vous voyez un peu le relief de Kinshasa. Nous sommes à Mongafula, sur les hauteurs. Sur les hauteurs. Mais maintenant quand nous arrivons à la plaine, il n'y a pas beaucoup de morts. Et ça, c'est quand même interpellant. Et comme par hasard, je suis tombé sur un document d'un anonyme qui dit qu'il est allé aux archives nationales. Il est tombé sur un document des colons qui dit que les recommandations étaient qu'on ne puisse pas, lotir la ville de Kinshasa du côté du Moamba et du côté de Binza, mais plutôt que la ville puisse s'étendre vers Maluku, ainsi de suite. Et je trouve que le gars a totalement raison et que le document réellement existe. Parce que quand on voit le nombre de morts du côté des collines et des vallées, et le nombre de morts du côté de, par exemple, à Tchamou, il n'y a aucun mort, pratiquement, ou un ou deux morts, quelque chose de pareil par rapport à 58 du côté Mongafula. Je crois que c'est interpellant. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un dérèglement, c'est plutôt une question d'urbanisme? Exactement, c'est une question d'urbanisme, puisque le document dont parle le monsieur anonyme là, il dit que du côté de collines, ainsi de suite, le terrain est sablonneux. Et nous, en République démocratique du Congo, nous plaçons d'abord des gens sur un terrain et après nous allons lotir. Alors que d'habitude, c'est le contraire. Il faut d'abord lotir, il faut l'étude du terrain, ainsi de suite. Et je voulais quand même terminer par la route Matadi-Kinshasa qui est coupée. La route nationale, oui. La route nationale. Nous en avons parlé ici. Nous avons dit que nous avons pratiquement une civilisation, une culture du sous-développement. Il est impossible que nos routes, toutes nos routes en République démocratique du Congo soient les mêmes que le colonialiste ou le colon nous a laissés. On n'a rien fait sur les routes, sauf leur remettre un peu de goudron dessus. Alors que les routes ont été construites, je crois, autour des années 30-40, et jusqu'à aujourd'hui, 2022, nous avons toujours nos routes principales à une seule bande. Matadi qui peut être une bande. Donc quand vous devez vous croiser, un véhicule doit empiéter sur les herbes pour laisser tomber, pour laisser passer plutôt l'autre. Et c'est quand même ahurissant qu'il y ait des gens qui ont été à l'université qui ne savent pas jusqu'à aujourd'hui que la route doit quitter une bande pour peut-être avoir... La question des infrastructures est une question colossale. Évidemment, avec tout ce qui suit, hein, le remblai, le coulement d'eau. Exactement. Mais je voulais aussi, je voulais amener l'image en question. Mais je voulais dire. Oui. Donc je voulais terminer par une image qui m'a frappé dans ces inondations. J'ai vu, pas une coulée de boue, mais de l'eau qui traversait une maison en étage. De l'eau qui traversait une maison. Ça veut simplement dire que la personne en question a construit sur la conduite d'eau.
Et ça, c'est ahurissant. Mais j'aurai le temps de chercher l'image si je peux retrouver. Pasteur Bobo, par rapport à ces inondations qui ont causé autant de morts, dérèglement climatique, ou la cause est à trouver ailleurs? C'est possible et tout. Hein. Je ne suis pas d'accord avec aujourd'hui, je ne sais pas comment, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Chacun est libre de son opinion. Il n'est plus d'accord avec moi, mais ça va. Quand vous dites que Tiamo presque est mort, mais, même ici en Belgique, il y a eu des innovations. On a vu des morts vers Liège là-bas. Mais à Molenbeek, 0 mort, à Stonbeck, 0 mort. Mais ici, on dit dérèglement climatique. Bon, c'est... Parce que les pluies torrentielles ça touche en République démocratique du Congo, les pluies dites tropicales, les côtés fragiles, ça ne va pas toucher tous les pays. Pour qu'on puisse reconnaître que c'est à cause du climat. Mais le point que moi je pouvais ajouter est qu'au niveau du pays, comme M. Bodo m'a dit que Katumbi n'est pas éloquent, par rapport aux inondations, je suis toujours par rapport aux inondations. Comme on dit qu'il n'est pas utilisé cet adjectif. Ah oui. Et puis moi non plus, je n'ai pas dit que ce n'est pas le dérèglement climatique. Hein. J'ai dit pas que. Quand vous parlez de l'éloquence politique, au Congo, nous mettons trop d'accent sur l'éloquence. Et souvent, sur des faits, on tape à côté. Moi, je proposerais au niveau du pays, quand il y a des candidats présidents qui vont arriver, des 4 candidats, moi je crois du 4, il y aura beaucoup de candidats, qu'on puisse le mettre devant un panel des journalistes avec des sujets clairs. Vous, par rapport aux inondations qui arrivent souvent au pays, quel est votre projet, quel est votre bilan, que vous soyez éloquent ou pas, nous on aimerait bien attendre. Si moi je prenais les pouvoirs, je vais construire le caniveau, je vais faire ceci, je vais... Mais ça, c'est quelque chose qui arrive lorsqu'il y a des débats pour les campagnes électorales et présidentielles. Ça, c'est... Au Congo, il n'y a pas de débat, on ne fait pas de débat. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Dans la loi électorale. Dans la loi électorale, c'est prévu, oui. On n'a jamais vu de débat depuis... Alors voilà, cela va arriver cette fois-ci. Qu'on puisse mettre des sujets, l'armée, la sécurité... Eh bien, Pasteur Bobo, vous serez servi cette année si tout se passe selon le calendrier. Il y aura des débats entre les candidats présidentiables. Qui nous amènent des visions claires. Vous verrez alors par rapport qui nous amènent des visions claires. Sinon, on est en train de détâtonner. Monsieur Rambam, par rapport à ces inondations, qu'est-ce à dire? C'est un domaine où je ne suis pas très outillé, mais je veux parler comme un médecin. Je remarque que chaque fois qu'il y a éboulement suite à une érosion, on vient vite colmater les brèches, on jette la caillasse, le moellon, tout ça, et puis on refait la route. Et puis quelques temps après, ça recommence. Moi, je crois que là, déjà, ce que Cornelis et Pasteur Bobo ont dit, c'est vrai. Il y a 2 problèmes. D'ailleurs, la question que vous avez posée. Il y a le dérèglement climatique, mais il y a aussi un problème urbanistique. Moi, je crois, cette fois, l'idéal serait qu'on fasse un vrai diagnostic. Où se situe le problème? Parce que je vois que, les bourgmestres n'ont aucune autorité sur leur territoire. C'est un fonctionnaire des affaires foncières qui peut décider comme ça, autoriser quelqu'un à aller construire sur un terrain. Et le bourgmestre n'est même pas au courant. Il n'y a jamais d'expertise avant pour voir si le terrain est... Il n'y en a jamais. Il n'y a pas. Il n'y a pas. D'ailleurs, au ministère des Affaires foncières, à un moment donné, ça c'est, je sors un tout petit peu du sujet, mais je reste encore. Il y a des fonctionnaires des affaires foncières qui passent leur temps, par exemple, à circuler dans la ville, voir les terrains qui ne sont pas mis en valeur. Ils prennent l'adresse, ils vont vérifier dans les archives depuis quand a-t-on donné, attribué ce terrain à M. X. Au-delà de 3 ans, on peut vous ravir ça.
Alors, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi, mais il y a une mafia maintenant qui intervient, composée des juges, des greffiers, des avocats, des notaires. On simule une convocation à comparaître et vous n'êtes pas venu et on vous a condamné par contumace. Oui. Et on vous arrache le bien. Donc il y a un véritable mafia. Et vous pensez que cette mafia pourrait expliquer les constructions qui sont... Anarchiques. Oui, c'est simplement anarchique. Anarchique, ils construisent même sur les passages sur les caniveaux, sur les canalisations. Et sur la voie publique. Oui. On a vu, sur la voie publique, un ancien ministre, Eteni, qui a construit sur la voie publique, il a coupé la voie. Mais c'est un sujet controversé. Oui, effectivement, mais les images sont là, c'est pas un montage. Pire, il a même barricadé la sortie des gens. Donc la sortie de votre parcelle ici, on met des briques. Et vous devez enjamber. C'est grave. Donc il y a clairement un déficit d'administration. Non, il faut un vrai diagnostic pour qu'on identifie les responsabilités. Ça, c'est tout. C'est urgent, il faut le faire directement. C'est urgent parce que quand on parle par exemple de... La pluie va au Vous avez vu Vous avez vu les images insoutenables de Bandal Makelele. Mais cette place-là, on a déguerpi... Bandal séparé comme disait l'autre. Oui, on a déguerpi les gens de Bandal Makelele au moins à 10 reprises. Chaque fois qu'on les déguerpit, ils s'en vont, on leur donne un lotissement du côté Tsutsuka ou quoi, ou l'aéroport, et puis après, ils reviennent. Et donc, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités. Par exemple, délimite Bandalungwa et laisse une partie de la rivière, ainsi de suite. Comme ça, la rivière peut au moins respirer. Mais là, les gens construisent pratiquement à 1 mm de la rivière. Les gens meurent à chaque pluie diluvienne. Et c'est chaque fois. Alors clairement, l'État doit prendre à bras le corps cette situation, de construire des villes, même pas des villes modernes, des villes viables, et prévenir tout accident de ce type. Nous nous en réjouissons d'autant plus que la position américaine en ce qui concerne la sécurité en République démocratique du Congo nous a vraiment encouragés. Notre pays est malheureusement victime d'une agression déguisée du Rwanda via le mouvement M23 et cela déstabilise sérieusement cette partie de notre pays. Nous sollicitons le soutien et les pressions des États-Unis pour qu'on y mette fin. Nous allons passer au point suivant, le sommet États-Unis d'Amérique et le continent africain. Voilà qu'à Washington, l'administration Biden a reçu quasiment un peu moins d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernements africains du 13 au 15 décembre. Comme chacun le sait, les États-Unis d'Amérique veulent façonner le monde de demain, et cela se fait maintenant, face à son premier rival qui est la Chine. Chine qui est implantée un peu partout dans le monde et particulièrement sur le continent africain. Concernant la République démocratique du Congo, le chef de l'État congolais a saisi l'occasion pour parler justement de cette pluie diluvienne et ces inondations en attribuant cela au dérèglement climatique. Et comme le disait M. Land, si ma mémoire est bonne, voilà que les pays qui sont les plus grands pollueurs font souffrir les pays qui ne polluent pas beaucoup, quasiment pas, par les conséquences de ce dérèglement climatique, de ce réchauffement climatique. Au-delà de ça, il y a évidemment des échanges entre les chefs d'État et l'administration américaine, avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, qui a reçu quasiment tous les chefs d'État, en français, en anglais. Je voulais voir avec vous qu'est-ce que cela a pu susciter dans votre esprit, rien que la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique. La Chine reçoit régulièrement l'Afrique, le Japon le fait, la Russie, l'Union européenne. Mais chaque fois, nous voyons que ce sont des États, et pour l'Union européenne, c'est un peu différent, puisque c'est un sommet Union européenne, Union africaine, mais c'était la première édition.
comment se fait-il que les États reçoivent tout le continent et que l'inverse ne se fait jamais, quasiment? Monsieur Amba. Non, mais il faut d'abord dire que c'est la deuxième édition dans ce genre de rencontre. Oui, c'est vrai que le président Barack La première Obama... fois, oui, c'est Barack Obama qui avait lancé ça, mais on n'a rien vu de concret après. Il y a eu plus de photos entre lui, son épouse et les chefs d'État invités. Alors, si j'étais ironique, je m'arrêterais là. Trump est arrivé, il a ignoré complètement le continent africain. D'ailleurs, il n'a visité aucun pays africain. Il a appelé ça le trou perdu. Oui. Enfin, je ne répéterai pas ces termes en anglais, mais bon. Il dit même les États de merde. C'est ça, oui. Je ne voulais pas le dire, mais voilà. Oui. Alors, aujourd'hui, Biden le fait en pleine crise USA, Russie, Chine. Nous risquons d'être les dindons de la farce. Pourquoi? Vous savez, moi j'ai suivi l'évolution de la politique africaine des États-Unis après la chute du mur de Berlin. Nous sommes en Novembre 89, les Américains nous ont complètement laissé tomber au profit de l'Europe centrale, c'est ça. Orientale, etc. etc. Ils se sont répartis le monde en laissant l'Afrique à l'Europe. Parce que dès que la guerre froide a pris fin, l'Amérique, sa politique étrangère tournait autour de quelques points. Et il y a l'approvisionnement en terres rares, et puis le pétrole, la lutte contre le trafic de drogue, et puis la lutte contre le prosélytisme islamique. Des pays comme l'Ouganda, par exemple, ont pris la place qu'occupaient les Zaïre à l'époque. Parce que l'Ouganda était, je dirais, orienté vers le Soudan, où il y avait un certain prosélytisme islamique. Tout à fait. Et ça intéressait plus les Américains, donc nous, on ne comptait plus. Maintenant, l'Afrique retrouve une certaine grâce dans le conflit USA, URSS et puis Chine. Conflit USA-Russie, Fédération de Russie. Oui, URSS, Russie, pardon, Russie. Moi je dis, c'est vrai, toute relation humaine est basée sur l'intérêt, comme a pu dire le français Jean-Paul Sartre, mais il ne faut pas que les Africains soient toujours les dindons de la farce. On vient vous chercher parce que ils ne peuvent pas faire autrement. Il faut que nous puissions dire aux Américains, nous puissions défendre aussi nos intérêts devant les Américains. On a appris, ils ont dit, ils vont mettre sur la table 55 milliards de dollars étalés sur 3 années. 3 ans. Mais c'est moins que ce qu'ils donnent à l'Ukraine. Et puis... En quelques mois. Mais oui. Et puis, les Chinois ont investi pour 154 milliards. 3 fois plus. Oui, en Afrique. On verra ce qu'on va voir. Ça me rappelle le président du Ghana qui avait justement dit que pour se faire respecter, il faudrait commencer par se respecter soi-même. Il considère que beaucoup d'États africains sont toujours en position de mendier, plutôt que d'apporter ou de faire valoir ses intérêts et d'être sur un rapport gagnant-gagnant. Pasteur Bobo, la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique, ce sommet, quelque chose d'intéressant va en sortir. On a mis 55 milliards sur la table. L'Angola a déjà reçu un point. Ajouter un petit élément. Allez-y, je reviens. Pasteur Bobo, je ne vous oublie pas. Oui. L'administration Biden a initié un projet de loi sanctionnant les États africains qui coopèrent avec la Russie. Les Africains s'y sont opposés lors de cette rencontre. C'est-à-dire que empêcher, un peu comme avec l'Iran, coopérer avec la Russie. Mais au nom de quoi? Les rapports entre la substance de la loi, c'est quoi? Interdire de coopérer avec
Donc, ou bien il y aura des sanctions, il y aura des sanctions voilà, pour les États africains libres à ces États qui vont commercer avec la Russie. Oui. Voilà un peu une atteinte à la souveraineté des États africains. Pasteur Obo, je vais d'abord remettre encore le cadre. L'Angola a reçu, est sur un projet de 2 milliards de dollars en matière d'énergie renouvelable. Il y a un fonds qui a été créé avec le FMI, mais tout ça, ça reste sous l'égide des États-Unis d'Amérique sur la sustainability, un fonds, un trust qui a été créé, RST, et le Rwanda et les Barbades ont reçu aussi des fonds, des millions, pour pouvoir améliorer leurs infrastructures, passer aux énergies renouvelables, etc. La RDC dans tout ça, qu'est-ce que la RDC aura selon vous, alors qu'elle a le cobalt, les terres rares et tout ce qui s'ensuit? Nous sommes toujours en train de nous plaindre par rapport au Rwanda, qui soutient le M23. Entre-temps, nous avons des centaines de groupes armés sur notre territoire. Qu'est-ce que la RDC peut vraiment demander ou obtenir ou offrir aux États-Unis d'Amérique dans ces échanges? Il faut demander quelque chose, je ne sais pas, parce que j'ai vu... Demander, obtenir, offrir. Il faut demander, toujours demander. J'ai vu Tshisekedi commencer par directement là-bas. Il a profité pour fustiger le Rwanda par rapport à tout ce qui se passe à l'est du pays. Mais si on revenait au sommet, comme vous dites là, avant de venir ici, j'ai suivi sur soit France, une chaîne française, où on expliquait 2014, comme a dit Baudouin dit l'inverse. Ça c'est la version africaine. La version européenne est que quand les Africains sont arrivés à Washington avec Barack Obama, ça capotait parce qu'ils croyaient que Barack Obama c'était un Africain. Ils ont fait l'Africain et la chose a capoté. D'accord. C'est non eux, mais j'ai vu Baudouin développer l'inverse, c'était beaucoup plus pour des photos et puis c'était cosmétique. Aujourd'hui, le Congo doit savoir, comme vous parlez du Congo, le Congo doit savoir qu'on nous appelle là-bas, c'est pas parce que les Américains aiment l'Afrique ou ils aiment le Congo, eux c'est beaucoup plus géostratégique. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Si c'est l'économie, c'est les Chinois. Les Chinois viennent en Afrique pour investir, ils mettent 150 milliards. Les États-Unis, c'est beaucoup plus pour contrer la Russie. Ils savent que Poutine voulait aussi amener les Africains à un sommet là-bas. Ils ont dévancé, ils se sont souvenus qu'il y a eu 2014 avec Barack Obama et ils ont renoncé à la chose. Le Congo... N'oubliez pas que ce sommet a été préparé il y a quand même quelques temps. Hein. C'est pas décidé maintenant. C'était déjà dans la stratégie américaine de cette administration. C'est pas quelque chose qui est venu en réaction de quelque chose. C'était des congélateurs. Ils ont réchauffé. Ils ont réchauffé parce que Poutine fait pression. Poutine voit les armes, Poutine veut contrôler l'Afrique. Poutine. Pourquoi ils n'ont pas invité le Mali, le Burkina Faso et les autres? Parce qu'ils savent que Poutine arrive. En parlant de ça, je me permets de vous interrompre et pour vous poser une question complémentaire. Même les États-Unis d'Amérique ont exhibé leur veto contre la demande faite par la République démocratique du Congo de lever cette notification qui a été imposée à la République démocratique du Congo de tout achat d'équipements, d'armement. Il faut toujours notifier le Conseil de sécurité. Pendant que la Russie, dont vous parlez, la Chine et autres, étaient tout à fait d'accord, et bien les États-Unis d'Amérique ont dit non. Qu'est-ce que cela vous... Oui, mais ça c'est clair que c'est les lobbies aussi. Nous, on pleure trop. Organisons-nous. Vous ne pensez pas que c'est justement pour contrer la Russie, pour que les armes russes n'arrivent pas en République démocratique du Congo, pour que les mercenaires, je ne sais pas moi, Wagner qui pourrait arriver avec l'armement, etc. Non, c'est faux parce que... C'est plus, selon vous... Les Rwandais achètent des armes, l'Ouganda, c'est même le Congo. L'Ouganda, le Rwanda. Pourquoi les Américains, j'aimerais vraiment voir votre avis par rapport à ça, pourquoi les Américains
ont opposé leur veto à cette levée de la notification? Les Américains ne nous considèrent pas encore. On ne nous considère pas encore depuis la chute du mur de Berlin. Avant c'était Mobutu qui était au centre. Aujourd'hui c'est Kagame et Museveni. On doit s'imposer. C'est pas un cadeau qu'on va vous donner. Il faut un leader. Si le grand pays comme le Congo n'arrive pas dans des grands sommets comme ça, profiter, menacer le Rwanda, d'attaquer le Rwanda, on va vous respecter. Mais si vous venez pleurer, c'est comme a dit aujourd'hui son nom revient encore, Moïse Katumbi, qui dit que lui, il ne sera pas un président qui va commencer à pleurer, bien que ça c'est la propagande. Il ne sera pas un président qui va commencer à pleurer. Lui, ça serait un président qui va faire des actions pour contrer ses voisins. Le Congo d'aujourd'hui doit s'imposer par rapport à ses voisins, par rapport aux États-Unis et aux autres. On va nous respecter. Monsieur Land, je viens vers vous, toujours par rapport à ce sommet. Il y a eu des rencontres bilatérales, des rencontres sous-régionales. Nous avons entendu dire que la SADC s'est réunie, mais la RDC n'a pas participé. La communauté de l'Afrique de l'Est se serait aussi réunie, mais sans la République démocratique du Congo. Est-ce que vous en avez entendu parler? Mais écoutez, je vais répondre à votre question, mais je voudrais un peu revenir sur un... Si vous n'oubliez pas ma question... Non, je ne vais pas oublier, ne vous en faites pas, je vais noter. Alors, je voulais rebondir sur un mot que vous avez prononcé là, le groupe Wagner. En fait, le sommet USA-Afrique a été organisé par les États-Unis dans un contexte un peu particulier. Il faut savoir, je reprends la formule que j'ai utilisée il y a des années ou des mois, que le monde est en train de bouger. Et ça, on le remarque particulièrement aujourd'hui. Il y a des pays qui ont carrément tourné le dos à leurs anciens amis. Vous avez cité, le pasteur Bobo a cité le Mali par exemple. Et les États-Unis organisent le sommet dans cette atmosphère-là. Et le sommet a comme centre, disons, thèmes centraux, le réchauffement climatique et les énergies vertes. C'est un peu autour de ça que le sommet tournait. Évidemment, la démocratie et la sécurité. Oui, ça c'est etc. dans les annexes. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est au centre de toutes les attentions du monde. Et le pasteur Bobo ou Baudouin l'a dit, il faut que les pays africains se montrent à la hauteur de cette attente-là. C'est-à-dire que les pays africains ne soient pas en train de ramper ou de s'agenouiller, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit avoir la tête haute, parce qu'elle a la solution à plusieurs problèmes de l'humanité. Et tout le monde le sait. Vous avez suivi, dès que l'Union européenne a sanctionné la Russie, il y a le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qui a fait le tour de l'Afrique. Il a commencé par le Maghreb, il est arrivé jusqu'en Ouganda, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche des solutions. Et les solutions sont en Afrique et puis un peu en Asie. Et je voudrais encore citer un autre exemple, l'exemple de l'Arabie Saoudite. Oui. Dès que la Russie a fermé un peu les vannes pour l'approvisionnement en énergie, Biden est allé directement en Arabie Saoudite pour dire, écoutez, augmenter la quantité de production de pétrole. Ils ont accueilli Biden, ainsi de suite. Biden a tourné le dos. Ils ont reçu le président chinois. Vous voyez, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas comme la RDC. Quand vous recevez Biden, vous devez vous cacher pour recevoir Poutine. Non, l'Arabie Saoudite a reçu Biden et a déroulé le tapis rouge pour Xiaoping qui s'appelle. Et ils ont signé des accords faramineux. Xi Jinping. Oui, que comment Biden n'a pas signé avec les Arabes là-bas.
comme par exemple la fourniture de pétrole. La Chine va acheter, je crois, quelque chose comme 27 000 tonnes de barils, ou 27 000 barils, pardon, 27 000 barils par jour. Vous voyez un peu ce que ça fait. Et donc, ils ne se sont pas gênés à accorder un marché à la Chine, ainsi de suite. Et nous, pays africains, comme les amis ont dit avant, il faut que nous mettions à ce diapason-là. Il faut que nous soyons respectés. Sinon, on ne respectera jamais. Ça, c'est... alors, en ce qui concerne les réunions bilatérales et sous-régionales, multilatérales, bon, il faut dire que l'agenda du sommet a été très chargé. Il y a eu des rencontres et comme on a dit ici, Pasteur Bobo l'a dit, tout le monde court vers le président Biden pour une photo, comme ça votre population acclame, ainsi de suite. Vous avez rencontré Biden, c'est un peu comme si c'était, on a rencontré mon pao. Rockstar, etc. Oui, pour les voilà. photos de nouveau. Oui, c'est un peu ça. L'agenda a été chargé, mais je crois que même si on organise une rencontre à gauche et que vous devez aller à droite, je crois que la délégation d'un pays n'est pas composée d'une seule personne. Il y a moyen de se partager et d'être représenté. Il suffit simplement d'avoir mandat pour représenter son chef d'État et puis le tour est joué. Mais je voudrais quand même rappeler la déclaration d'un, j'ai oublié le nom, excusez-moi, d'un homme de Félix Tshisekedi qui a dit qu'au moment où la réunion de l'Afrique de la SADC était prévue à 17 h, Kagame a voulu que la réunion ait lieu à 14 h parce qu'il devait rentrer chez lui au pays. Et donc, la délégation congolaise ne pouvait pas être à la réunion à 14 h et voir Biden. La réunion à 17 h voilà, et chez Biden. Et donc le Rwanda a décalé ou a avancé la réunion à 14 h et donc la délégation congolaise, qui n'était même pas au courant de la tenue de cette réunion-là, l'a su par une autre délégation, la délégation angolaise. Angolaise, oui, qui a informé la délégation congolaise. Et donc vous voyez un peu, mais dans tous les cas, ça ne dédouane pas la République. L'Angola informe le Congo. L'Angola qui a informé le Congo que non, il y a une réunion là, voilà, le Congo n'était pas informé par Kagame. Le Congo, non, le Kagame n'a pas voulu que le Congo soit informé. Donc c'est pas le Congo qui a boycotté. Non, c'est pas le Congo qui a boycotté, mais ça ne dédouane pas le Congo parce que dès que le Congo a appris qu'il y avait une réunion, comme on a dit ici, ils peuvent déléguer quelqu'un, comme le ministre des Affaires étrangères. Merci, M. Nando. Okay. Effectivement, il y a toujours cette question d'être aux aguets, être toujours prêt, surtout dans un sommet tel que celui-là où un grand nombre de chefs d'État africains sont sur place, les organisations internationales sont représentées. Il faut vraiment être prêt à tout, même au coup bas si nécessaire. On va peut-être clôturer sur ce sommet USA-Afrique et faire une petite halte au niveau de la situation sécuritaire de la RDC. Oui. Bunagana, ce territoire du Nord Kivu est toujours occupé par le M23. Ça fait aujourd'hui 6 mois et 4 jours. Ça fait donc quelques 187 jours que c'est le M23 qui administre ce territoire et d'autres encore. Nous avons eu à déplorer évidemment les massacres qui ont eu à Kishishi, mais voilà que le M23 rencontre les forces régionales de l'État, de la communauté de l'Afrique de l'Est, rencontre les représentants des forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, enfin, les parties prenantes des différents accords pour discuter du retrait du M23 qui n'a pas pris part aux différentes discussions, aux différentes négociations. Pendant ce temps, les officiels, le gouvernement congolais, la présidence de la République continuent de qualifier le M23 de groupe terroriste. Ici même,
dans ce studio, nous avions dit qu'il fallait peut-être requalifier ce terme pour entrer dans des pourparlers, voire des discussions qui pourraient conduire à une certaine négociation. Le M23 a rencontré ceux qui font la police, entre guillemets, dans cette région. Donc les forces sous-régionales et même les forces armées de la République démocratique du Congo. Certes, de ce que nous avons entendu, la question était de savoir si, au moment où ils se retiraient des positions qu'ils occupent en ce moment, est-ce qu'ils ne seraient pas l'objet des feux des forces armées de la région, de la sous-région et des forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela vous dit à vous, chers experts? D'un côté, les officiels qui disent on ne discute pas avec eux, et donc de l'autre côté, sur le terrain, ceux qui font la guerre, entre guillemets, prennent langue et essaient de trouver des solutions au retrait. Bien sûr, il y a eu les pressions internationales sur le Rwanda, même au sommet de l'Union des États-Unis avec l'Afrique. Le secrétaire d'État américain a encore insisté là-dessus en disant qu'il faudrait que le Rwanda use de son influence pour que le M23 puisse s'aligner et se retirer. Dans le même temps, ils ont quand même souligné que les forces de la République démocratique du Congo doit aussi ne plus soutenir les FDLR. Parlons-en. On a ici quelques 5 minutes. Parlons un peu de cette situation sécuritaire. Monsieur Amba. Oui, je dirais d'abord, cette rencontre n'avait pas pour but une négociation. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est un. 2, ce n'était pas l'initiative de FRDC. Mais bien du même de la force. Non, force régionale. Ah, c'est les forces régionales. Parce que la force régionale continue à privilégier une solution diplomatique. Or, depuis hier matin, les deux camps s'affrontent militairement. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu des affrontements. Nous sommes le 17 décembre. Et selon mes informations, qui sont à la portée de tout le monde, je crois, l'objectif de cette rencontre, c'était de demander ou de sommer le M23 à se conformer à ce qui a été décidé à Luanda. Donc, le retrait. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Pasteur Bogo, un commentaire sur cette rencontre entre les parties prenantes militaires de... Le chef d'État, Kagame et Tshisekedi, c'est retour aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils sont déjà de retour de leur pays. Et au pays, bon, aux États-Unis, il y a eu une réunion que les Rwandais ne voulaient pas, comme on a dit, les Rwandais ne voulaient pas que les Congos soient là. L'Angola nous informe, nous on pensait que c'était les Congos qui avaient boycotté la réunion, parce que Tshisekedi ne voulait pas être à côté des Kagame, or c'était le contraire. Mais en même temps, Kagame réactive le M23, la guerre commence, il y a quelque chose. On a vu Blinken qui a demandé encore à Kagame aux États-Unis de faire pression sur le M23. Mais quand Blinken parle, nous on voit le contraire, la guerre recommence. Donc les Congos devraient s'organiser. Organisons-nous. Achetons des armes, il y a beaucoup de pays où on peut contacter. De toute façon, on peut acheter des armes. Si on est fort, même au marché noir. Les voisins vont nous respecter. Il n'y a pas deux solutions. Monsieur Lando, un commentaire sur ce point et puis nous allons passer au dernier point de cette journée. Oui, je ne sais pas si je vais être un peu long, mais il faut dire... Je vous encouragerais à être plutôt concis. Ah ben, merci beaucoup. Je ne vais pas être long. À vos ordres. Alors, je voulais dire que d'abord, il faut considérer l'accord de Luanda comme caduc. Pourquoi je dis caduc? Parce que nous avons plus de 18 ans. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. On a pris des résolutions à Luanda qu'à partir de telle date, le M23 doit quitter les positions occupées et le M23 n'a jamais quitté les positions occupées. Ça, c'est le 1. Donc, en fait, cet accord-là n'existe plus. Sinon, jamais, même... Ces accords s'appliquent aux autres groupes armés, on va dire. Ça comme ça. Il y en a une centaine, hein, parce qu'on est focalisé sur le M23, mais il y en a bien... Voilà, Baudin venait de le dire ici. Ils sont là, et on est même allé les trouver. Il dit, mais vous êtes toujours là. Mais ils sont là, tout le monde le sait. Ça, c'est le 1. Donc, l'accord est caduc.
Et j'ai été un peu étonné de voir un communiqué du gouverneur militaire qui prévenait la population d'être calme chez soi à la maison parce qu'ils allaient procéder à des tirs d'essai. Pardon? Des tirs d'essai avec la MONUSCO. Donc les FARDC vont procéder à des tirs d'essai avec la MONUSCO. Mais j'ai été sidéré parce que nous, on s'attend à ce que le M23 ne veut pas quitter, qu'ils aillent faire des essais de tirs sur le M23. Eux, ils vont tirer sur la nature. J'étais carrément sidéré, je me dis, je crois que nous avons changé d'attitude. On dirait qu'on considère la situation comme étant normale. Et quand je vois M. Bissi, moi, je crois que je prononce bien son nom, oui. Le président des M23, qui se parade devant la télé et qui dit nous avons peur de quoi? S'ils tirent sur nous, nous savons comment tirer. Et donc je me dis, quelque part, on dirait que les FARDC sont contentes de la situation et personne ne dit mot. Et je voudrais un peu terminer par là, rebondir sur le mot que Yogo a utilisé, le FDLR. Mais en fait, c'est ça le problème de la dissimulation, la culture de la dissimulation des Tutsis. Le terme FDLR réapparaît encore aujourd'hui. Mais vous savez, le Rwanda occupe l'Est du Congo depuis 1996, pratiquement sans discontinuer. Il y a de 1996 à 2001, ils ont occupé l'Est du Congo. Et puis on est allé aux négociations. De 2003, je crois, ils entrent dans les institutions. Et Kagame ne décolère pas. Il crée une autre rébellion, le CNDP. Non, après le RCD Goma, le CNDP avec... je ne sais plus. Voilà. Et puis après le CNDP, ils vont signer des accords. Et puis on se calme un tout petit peu. Et puis ils créent le M23, une fois combattu, deuxième fois ils sont là. Et tout le monde sait que le M23 est là pour servir de sécurité du couloir économique. Parce qu'il faut approvisionner plutôt la fonderie d'or à Kigali, il faut approvisionner les exportations de coltan, ainsi de suite. Et donc on sait que Kagame a créé toutes ces rébellions-là pour sécuriser l'Est qui doit être un peu une zone tampon, ainsi de suite, mais occupée par lui. Et tout ce temps que le Rwanda était à l'Est, tout ce temps le Rwanda n'a pas vu un seul FDLR. Aucune fois le Rwanda nous a dit ah non, nous sommes en train de creuser l'or ici, les FDLR sont venus nous déranger. Aucune fois. C'est simplement maintenant qu'ils sont acculés par la diplomatie congolaise, par toutes les accusations, qu'ils sortent un joker. Qui est le FDLR? Il faut que la RDC cesse d'être derrière le FDLR. Mais non, on les a même, Kabila en 2009 les a même amenés en RDC. Ils disent écoutez, vous dites que nous sommes derrière le FDLR, revenez ici. Ils sont restés au Congo pendant un mois entier sans tuer un seul FDLR. Et donc, ce sont les naïfs qui croient que les FARDC sont derrière le FDLR. Dans tous les cas, il y a l'absence de l'État congolais sur ces territoires depuis toutes ces années. Il serait peut-être temps, en effet, de reprendre notre place. Nous allons passer au dernier point de ce jour. Nous l'avons évoqué pendant nos échanges tout à l'heure. Il y a eu le discours sur l'état de la nation du président de la République démocratique du Congo. C'est sa dernière allocution devant le Congrès, l'avant-dernière, puisque l'année prochaine c'est une année électorale et il prononcera son dernier discours sur l'état de la nation pour ce mandat-ci. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce discours? Ce n'était pas un discours fleuve, mais qui a été reconnu comme étant plus chiffré, plus quantifié que les précédents, et qui semblait être un bilan positif selon le chef de l'État congolais. Monsieur Arba. Oui.
Ce que je dirais, c'est que le discours sur l'état de l'Union, pardon, pourquoi vous parlez de l'état de l'Union? la nation, State of the Union, c'est aux États-Unis d'Amérique. Voilà. C'était l'occasion pour le président de faire un peu l'état sur la marche des affaires publiques et puis les projets à venir. Je trouvais que Félix Tshisekedi a parlé plus des projets. Parce que, au fond, c'était un discours à la fois bilan et prospectif. Mais il y a eu beaucoup de... Je prends un exemple. Tel projet a été réalisé à 30%. Tel autre a été réalisé de 60%. C'était quantifié, mais pas achevé. Oui, pas achevé. Ça, c'est un aspect. Je ne veux peut-être pas rentrer longtemps. Maintenant, après avoir dit ça, je veux positiver un peu. Sur le plan de la forme, l'homme est apparu très sûr de lui. Il avait l'air de quelqu'un qui n'était plus le président qui trébuchait sur des mots. En 2019, il est apparu très sûr de lui. N'est-ce pas l'effet du téléprompteur? Puisque cette fois-ci, il n'y avait pas de papier, mais il a fait un téléprompteur, semble-t-il. Oui, ça facilite. Mais il était quand même serein. On sentait la sérénité. En fait, comme si quelqu'un dit, il y a l'étape qui reste à courir, je vais gagner. Mais, contrairement à vous, c'était un discours long. 1h40 minutes. Et moi, je regrette que ceux qui rédigent les discours du chef de l'État n'ont toujours pas la notion de temps. Ils confondent la quantité avec la qualité. Voilà, c'est le peu que je dirais en terminant par l'aspect judiciaire. Ah, nous en avions parlé, nous en avions parlé au début. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la justice, et le chef de l'État a même utilisé ce proverbe biblique. La justice élève une nation. Et le même jour, le juge Batoubenga lui adressait à la présidence la lettre pour dénoncer, et il a démissionné. C'est une première. Ça, c'est... Et moi, je crains que le juge a été manipulé, instrumentalisé. Le chef de l'État dénonce justement les interférences sur la justice, et le même jour, un juge pose un acte d'éclat, comme on a dit là, il démissionne parce que les proches du chef de l'État font pression afin qu'il prenne une décision qui arrange le camp présidentiel. Merci, M. Amba. Pasteur Bobo. Avant de parler du discours, c'est beaucoup plus les à côté qui m'a beaucoup intéressé. C'est toujours intéressant de voir ce que les autres ne voient pas. L'une des choses qui nous a rabâché les oreilles, que quand ils arriveraient un jour au pouvoir, ils vont amener la démocratie. C'est plus que le discours, c'est plus qu'un père. On a vu quand Mobutu parlait, il avait les animateurs, oui. Les animateurs, avec Mobutu, c'était organisé. Ils savaient à quel temps parler. Voilà, ouais. Ils arrêtaient, Mobutu parlait, bien que Mobutu a pleuré, ils ont encore encouragé Mobutu. Après, Félix Tshisekedi, c'est du désordre impossible. Vous parlez de chahut qui avait à tout moment été interrompu, il reprenait, on l'interrompait. Il continuait de parler, on l'interrompait. À chaque fois qu'il est au Parlement, c'est du désordre, ça dérange les députés. Je ne sais pas s'ils dormaient à cause de ça, mais ça dérange à un niveau. Quand tu vois les députés, c'est moi qui pousse un peu essayer d'organiser cela. On peut chanter à la gloire du chef. Oui. C'est africain, c'est comme ça. Oui, mais essayer d'organiser cela, un peu de dignité par rapport, de respect aussi par rapport à la place, à l'endroit, aux députés, aux autres. Et même à l'orateur lui-même, puisqu'il était interrompu de manière... Essayer d'organiser cela, ça serait bien. Mais par rapport au discours, c'est le point qui m'a intéressé. Il dit que il y aura élection. Quel que soit le groupe sécuritaire,
il y aura élection. Donc 2023, ça s'annonce. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Monsieur Nladou, vous avez le mot de la fin sur ce thème du discours sur l'état de la nation. Ah, vous êtes gentil. Mais écoutez, Pasteur Bobo a commencé par la forme, je vais intervenir aussi. Oui, par la forme. Mais nous avons entendu deux hymnes au palais du peuple. L'hymne national des Beaux-Congolais et l'hymne de l'UDPS. Moi, je crois que c'est quand même ridicule. C'est pas la première fois, semble-t-il. Hein? C'est pas la première fois. Comme Pasteur Bobo dit, il faut de l'ordre. Et ce qu'il faut aussi relever, c'est qu'il y avait des invitations pour avoir accès au palais du peuple, à la réunion de la jeunesse, à la rencontre avec la jeunesse. Il fallait des invitations. Des invitations étaient distribuées. Il y a une centaine ou peut-être des centaines de gens qui n'ont pas pu avoir accès au palais du peuple malgré leur invitation. Parce que l'UDPS avait déjà piégé la salle avec les militants qui devaient applaudir. Et ça, je crois que c'est quand même malheureux. Et quant au fond, je vais terminer, non, je suis encore dans la forme, et un peu intervenir sur ce que Bodo a dit. Le discours a été long, c'est vrai. Et les gens étaient en train de dormir, c'est vrai. Et c'est les images qui ont marqué les gens, c'est ces députés qui sont en train de ronfler, la bouche ouverte au palais. Ça, c'est la forme. Mais c'est quand même... nous, quand on était à l'école primaire et qu'on dormait en classe, on était sévèrement punis. Hein. Mais heureusement que les députés, eux, ils ne sont pas punis. Ils peuvent ronfler sans problème. Alors, dans le fond, le président a été clair pour dire que c'est l'année électorale. Et il parlait la tête haute, parce que pour une fois, je crois pour une fois, oui, nous allons organiser nos élections avec nos fonds propres, 100%. Mais je crois que le président Kabila avait aussi fait cette même annonce. Oui, reste à savoir la motivation de Kabila. Oui, mais attention, il a fait l'annonce, mais ça n'a jamais été organisé à 100% par Kabila. La preuve, d'ailleurs, Baudouin... J'ai juste dit entre parenthèses qu'il y a un autre chef d'État qui avait dit qu'il avait fait aussi sur... Il l'a dit, mais Fachi le fait. Parce qu'il a débloqué tout l'argent qu'il faut. Il reste juste des poussières. Hein, de toute façon, le décaissement se fait d'année en année jusqu'à la fin. Kabila, lui, il a eu, si la MONUSCO n'est pas intervenue, il n'y aurait jamais eu élection. C'est ça, donc c'était pas 100%, il y a une partie qui a été prise en charge par la MONUSCO. Donc satisfait pour cette fois-ci? Ah oui, cette fois-ci, non, il a parlé la tête haute, sûr de lui, et quand vous entendez son parler, ces mots, ça vient aisément parce qu'il est sûr de ce qu'il fait. Et vous êtes sûr que ça n'a rien à voir avec le téléprompteur? Moi je reviens là-dessus parce que ça change la façon de... Si on doit baisser les yeux pour regarder un texte, et regarder plutôt un texte qui est devant soi, ça donne... de toute façon c'est positif, hein. C'est très bien qu'il parle avec aisance plutôt qu'en trébuchant sur les mots. Oui, et puis il faut savoir que le président Félix Tshisekedi a initié un projet très important pour son premier mandat ici. L'histoire de 145 territoires. Nous croyions à un certain moment que c'était juste un coup de vent. Mais aujourd'hui, nous voyons tous ces gros véhicules pour les gros travaux qui arrivent. Et on s'est dit, si Félix Tshisekedi, et je crois qu'il a aussi ça en tête, s'il peut réussir ce projet-là du développement des 145 territoires, je ne vois pas qui peut le battre. Pour le réussir, il faudrait que ce soit fait en moins d'un an. En moins d'un mois, exactement. Alors, il faut un projet à moyen terme. C'est un projet à moyen terme, en fait. De toutes les façons, il y a continuité de l'État, qu'il soit reconduit ou pas. Oui. Si ça pouvait aller jusqu'à son terme, ça ferait du bien à la nation. Et je voulais dire que dans l'interview qu'il nous a... L'élection, c'est autre chose, hein. L'élection, dans l'interview qu'il nous a accordée, il dit... C'est-à-dire à Onesha Africa, oui. Le mois dernier, il a dit qu'il va rapidement visiter ce qui a déjà été fait. Comme ça, la population sait ce qui est fait. Et
rapidement il va faire les travaux qui vont rester, parce que à la fin de ce mandat, on a parlé du discours de l'état de la nation, il va faire un discours de fin mandat, où il va parler du bilan. Et ce bilan-là va être centré sur le développement des 145 territoires. Je crois qu'il est un peu sûr de ce qu'il est en train de faire et des résultats qu'il va escompter. Tant que cela bénéficie à la nation, c'est tant mieux. Nous, c'est quelque chose qui dit qu'il n'a rien fait. Non, mais de toute façon, comme le disait M. Biamba, 30%, 60%, il faut achever un projet. Oui, et puis il a encore une année, hein. Donc, toute une année. Voilà, je vous remercie, chers analystes et experts, pour votre diligence, votre présence et votre perspicacité. Nous remercions une fois de plus la technique qui vraiment travaille d'arrache-pied pour que nous puissions vous servir de manière régulière et avec une fréquence maintenant stabilisée nos interprétations de la situation et nos analyses. L'année électorale s'annonce très chaude. RDC Horizon 2023 va vous accompagner durant toute cette année et on se retrouve la prochaine fois. On verra si d'ici le 24 décembre, nous aurons le début de la première phase des enrôlements des différents électeurs dans les différentes circonscriptions. Merci à vous, prenez soin de vous. Si nous ne nous voyons pas d'ici là, passez de bonnes fêtes et à nous revoir très très bientôt. Merci.